Donc, je vous propose qu'on commence tout doucement. Le webinaire étant dense. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Annabelle Rondeau. Je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en tant que représentante au comité de programme pour Horizon Europe et plus spécifiquement pour le cluster 5, le cluster qui traite de climat, d'énergie et de mobilité. Et c'est d'ailleurs à ce cluster qu'est rattaché le partenariat Clean Energy Transition, pour lequel on est réunis aujourd'hui, puisque nous allons vous présenter l'appel 2023. Alors, je dis nous, puisque ce webinaire est co-organisé avec l'ANR, l'ADEME et la région Pays de la Loire. Et au fur et à mesure de la présentation, vous aurez l'occasion donc de faire connaissance avec les uns et les autres. Donc, ce webinaire étant enregistré, vous pourrez accéder à l'enregistrement sur la page web du site de l'événement. Les slides qui vous seront présentés seront également disponibles la semaine prochaine. Si vous avez des questions en termes de bonnes pratiques, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit à lever la main. C'est vrai qu'on a prévu une session dédiée aux questions, donc tout à la fin de notre webinaire, mais je pense qu'on fera des pauses régulières pour essayer de répondre à toutes vos questions. Donc, en termes d'ordre du jour, on commence par un rappel sur ce qu'est le CETP, en fait, le Clean Energy Transition. On vous présentera aussi les résultats de l'appel 2022. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec la présentation de l'appel 2023, de ses call modules. On reviendra sur ces notions. Nous enchaînerons avec les règles de participation. Nous passerons en revue très rapidement la plateforme de mise en relation. Là, c'est plus pour information. Et puis, nous aurons le témoignage d'un lauréat d'un projet 2022 avec le professeur Hussein Moued de l'Université de Lille. Donc, je commence avec une présentation un peu générique du CETP, alors que vous connaissez peut-être, c'est quelque chose de nouveau sans être nouveau, puisque d'abord, on est à la deuxième année, j'allais dire, d'existence en termes d'appel, puisqu'il y a déjà eu un appel en 2022. Donc, nous sommes au deuxième appel. Le CETP pour Clean Energy Transition Partnership, c'est un partenariat cofinancé. Alors, qu'est-ce qu'un partenariat cofinancé? En fait, vous savez que depuis Horizon Europe, la Commission européenne a classé les partenariats en 3 grands types et les partenariats cofinancés sont un type de partenariat qui mettent autour de la table des agences nationales qui apportent du cash pour financer des actions de recherche et d'innovation. Et par rapport à ce cash, la Commission européenne abonde en général donc à hauteur de 30%. Donc, c'est un mécanisme un peu particulier et le CETP réunit 50 agences nationales de financement ou régions d'ailleurs aussi, puisque nous, côté France, on a la région Pays de la Loire, et ce qui représente à peu près 30 pays. Ce partenariat existera, donc a été lancé maintenant il y a un peu plus d'un an et demi, et il existera, en tout cas, il y aura des appels tous les ans, un par an, et ce jusqu'à 2027. Alors, pourquoi ce partenariat? En fait, il est là aussi pour répondre, j'allais dire, comme tous les autres à peu près instruments d'Horizon Europe, aux besoins que s'est fixé l'Europe dans le Green Deal, à savoir atteindre la neutralité climatique de l'Union d'ici à 2050. Et comment? Eh bien, c'est ce que je vous ai indiqué à l'instant, c'est-à-dire en mettant sur la table des agences nationales et des régions qui vont apporter de l'argent pour soutenir des priorités thématiques qui sont définies évidemment dans la feuille de route de ce partenariat via un appel annuel. Alors, comment ça fonctionne? On va pas rentrer dans le détail, mais juste cette slide pour le moment pour vous dire en fait que si une agence nationale apporte et contribue à ce partenariat, en fait, l'argent qu'elle fournit sera reversé, j'allais dire, aux chercheurs et ingénieurs, évidemment, qui auront remporté un projet, mais de sa nationalité. L'ANR, l'ADEME vont financer des acteurs français, de même qu'une agence allemande va financer des acteurs allemands. C'est le principe, en fait, au cœur de ce partenariat. Alors, d'où est-ce qu'on vient? Je l'ai dit, c'est nouveau sans être nouveau, puisque vous avez certainement, peut-être dans le passé, déjà entendu parler des ERANET. Et le CETP, en fait, est la continuation de ces ERANET. Alors, d'une manière un peu différente, puisque avec Horizon Europe, donc la Commission a voulu simplifier, rationaliser le paysage des partenariats, qui étaient très nombreux, soit juin 20, plus d'une centaine. Et donc, elle a créé ce CETP, qui est en fait une ombrelle qui finalement recouvre toutes les thématiques
que couvraient les ERANET à travers, par exemple, le CSP, l'ERANET Solar, tout ce qui est autour des grids, autour du wind, etc., etc. Donc, cette façon d'aborder les choses a permis de rationaliser, de simplifier, surtout d'unifier des pratiques et des règles qui étaient parfois disparates. Le point peut-être ou les points un peu négatifs, c'est que sous CETP, et lorsqu'on le dit comme ça, on ne se rend pas forcément compte de toutes les thématiques qui sont financées. Et c'est l'objet aussi de cette réunion pour vous faire rendre compte un peu de ce que peut proposer en termes de financement et de champ d'activité le CETP. Mais ça permet encore une fois quand même d'unifier des pratiques. Alors, un call donc par an, je l'ai dit, et si vous avez l'occasion de lire un peu la feuille de route ou le plan de mise en œuvre du CETP, vous verrez que le CETP est organisé autour de grandes thématiques qu'on appelle des TRI, des Transition Initiatives. C'est simplement en fait des priorités thématiques. Et ces priorités thématiques donnent lieu à 1 ou 2 call modules. Ce sont les appels en fait, tout simplement. On a un peu, j'allais dire, la commission et l'équipe qui coordonne le CETP a choisi des noms un peu différents de ce qu'on peut voir par ailleurs, mais vraiment, par rapport à ça, soyez tranquilles, c'est assez facile à appréhender. Donc, vous, déposants et futurs déposants, quand vous souhaitez déposer ou quand vous cherchez un appel qui pourrait convenir à vos activités de recherche, regardez en premier lieu les call modules, car c'est ce à quoi vous devez répondre. Et on les passera en revue pour l'appel 2023. Donc, je vous l'ai dit, ce CETP réunit plus de 50 agences de financement européennes. Vous les avez là. Alors, elles sont en petite pour la France, je répète, ANR, ADEME et la région Pays de la Loire qui financent les acteurs et uniquement les acteurs de la région Pays de la Loire. Les dates en fait de ce deuxième appel, on est un peu sur un cycle similaire à l'appel 2022. On est toujours sur un appel en 2 étapes. Donc, il faut d'abord déposer une pré-proposition avant le 22 novembre 2023. Si cette pré-proposition est acceptée, vous avez le droit d'aller en 2e étape et votre proposition finale doit être déposée avant le 27 mars 2024. Les résultats seront vraisemblablement communiqués autour de juin 2024. Est-ce que tout le monde a le son? Puisque j'ai dans le chat quelqu'un qui n'a plus le son. Vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, Moi, ça va. on vous Oui, très entend. bien. Oui. très bien. Donc, merci. Donc, oui, Monsieur Bourguignon, a priori, vous êtes le seul à essayer de vous reconnecter. Voilà. Si par rapport à ces propos liminaires, il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe aux résultats de l'appel 2022, où chaque agence et région vont nous présenter les lauréats. Alors, je laisse la parole à Pascal Bain de l'ANR qui va nous donner un petit panorama général avant de rentrer dans le vif du sujet concernant l'ANR. Pascal, c'est à vous. Oui, merci. Merci Annabelle. J'espère que tout le monde m'entend parfaitement. Très bien. Donc, effectivement, on m'a demandé d'avoir un propos liminaire sur les résultats globaux avant de passer un peu en revue les projets qui ont été financés par l'ANR et de céder la parole ensuite à mes collègues des autres agences. Et donc, je n'ai pas préparé de planche pour cela, mais je vais quand même vous donner quelques chiffres. Donc, il y a eu à peu près, alors le à peu près, je vais l'expliquer, 110 projets, pré-propositions déposées à ce premier appel. Alors, c'était très en deçà de ce qui était attendu, hein, donc les agences ont été très significativement déçues puisqu'on on attendait au moins 200 pré-propositions. Là, on était un peu au-dessus d'une centaine. Alors quand je dis c'est à peu près 110, en fait, ça dépend ce qu'on prend comme référentiel. Parce qu'il y a des projets. Donc si on prend comme référentiel les projets qui ont été déposés, c'est pas la même chose que si on prend uniquement les déposés éligibles en première étape ou les projets qui finalement ont été déclarés éligibles en 2e étape parce que certains projets se sont fait également retoquer en 2e étape alors qu'ils avaient été déclarés éligibles sous condition en première étape. Donc on va rester sur cet ordre de grandeur de 110 pré-propositions. Au final, 45 de ces pré-propositions ont été financées comme projet.
ce qui représente, hein, vous pouvez faire le calcul rapidement, donc un taux de succès très significatif, hein, certainement très supérieur à ce qu'on observe au niveau des programmes directement gérés par l'Europe, hein, donc dans Horizon Europe. Là, on est au-dessus de 40%, on est à peu près à 42% de taux de succès. Donc c'est aussi des taux de succès qui sont élevés même par rapport à des agences comme l'ANR par exemple. Voilà, donc ceux qui ont candidaté cette année ont eu de la chance parce qu'ils se sont retrouvés dans un contexte où il y avait relativement peu de propositions et donc ce qui a permis d'assurer un taux de succès très élevé sans même qu'on puisse consommer loin de là les budgets qui étaient prévus pour ces premiers appels en fait. Et ça ne concerne pas que la France, pas que l'ANR, pas que la France. En fait, c'est globalement la plupart des agences ont été loin de pouvoir utiliser les budgets qu'elles avaient prévus pour ce premier appel. Côté français, globalement, on est impliqué dans 13 projets, financés sur les 45. Et au total, au départ, on est parti de 26 pré-propositions avec des demandes de financement, soit à l'ANR, soit à l'ADEME, soit à la région Pays de Loire. Donc voilà, ça vous donne un peu des ordres de grandeur. On est très en deçà de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne est impliquée dans 33 des 45 projets financés, mais au départ, ils étaient impliqués dans 51 des 108 projets, pratiquement la moitié des projets au départ. Voilà. Globalement, donc la France va dépenser 3,1 millions d'euros, hein, qui est quand même assez loin de l'ensemble des budgets qu'on comptait consacrer à cet appel-là, qui était de 5,5 millions d'euros. J'en viens maintenant aux projets qui sont financés par l'ANR. Donc, vous voyez que sur cette planche, on a 5 projets financés par l'ANR, 5 projets sur les 14 au départ. Là, par contre, côté ANR, on est un peu en dessous de la moyenne en termes de taux de succès. Voilà, on est à peu près à 35% si vous faites le calcul. Bon, ça s'explique aussi parce que, en partie, les projets qui demandent un financement à l'ANR sont aussi sur des niveaux souvent des TRL un peu plus bas, ce qui n'était pas forcément la priorité des priorités dans le cadre de ces appels, qui sont quand même orientés beaucoup sur de la recherche finalisée, des grands projets de démonstration et des TRL qui sont relativement élevés en général. N'empêche que donc l'ANR a pu cofinancer 5 projets. Je ne vais pas passer en détail chacune des lignes, mais simplement vous dire dans quelle thématique ils s'inscrivent. Donc il y avait 2 projets qui sont plutôt donc sur les énergies renouvelables, plutôt la recherche amont, puisqu'il y avait 2 modules, un plutôt sur la recherche plus amont et un autre plutôt sur la recherche plus aval, l'intérêt plus élevé. Donc un projet sur le photovoltaïque, comme vous pouvez le voir, donc silicium perovskite, et puis un projet sur les énergies marines. 2 projets dans le domaine hydrogène et carburants renouvelables. Donc un qui porte sur le stockage dans le sous-sol, les questions de stockage dans le sous-sol d'hydrogène et notamment les risques microbiologiques. Et puis un projet qui porte sur les stacks pour la prochaine génération de piles, d'électrolyseurs basse température. Enfin, un dernier projet pour lequel nous aurons la chance d'avoir une présentation un peu plus détaillée, puisqu'on a demandé à son porteur de venir faire part de son retour d'expérience, de la construction d'un projet et du dépôt d'un projet, voilà, donc, de l'ensemble du processus tel qu'il l'a vécu en tant que déposant. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Merci Pascal. Je passe la parole à l'ADEME avec Samira Kerouf. Merci Samira. Oui, bonjour, merci Annabelle. Alors pour l'ADEME, en complément de ce qu'a dit, donc je rentre directement dans les projets qui ont été retenus. Alors pour pour le module 1.1, donc qui portait sur les outils de planification, donc seulement 2 projets éligibles en phase 2 qui ont été du coup retenus et les 2 financés côté français pour le partenaire EDF par l'ADEME. Donc les 2 projets qui ont été retenus sur ce module ont un partenaire français et du coup sont financés par l'ADEME. Un premier projet donc, qui lui vise à développer un outil en open source à partir de couplage de modèles, donc un outil de open source de planification d'infrastructures énergétiques en multivecteur.
aux différentes échelles régionales, nationales et européennes. Et donc, des améliorations sont attendues sur la gestion des incertitudes, notamment avec des nouvelles techniques de résolution numérique pour résoudre les problèmes stochastiques, voilà, de manière plus performante. Le deuxième projet, lui, vise à améliorer la modélisation du système énergétique à travers un ensemble d'outils européens qui vise à accompagner les politiques publiques en matière de transition énergétique. Donc, divers outils de modélisation de la transition aux différentes échelles nationales et européennes vont faire l'objet de comparaisons, de benchmarking, d'amélioration et d'intégration en vue du coup d'une commercialisation d'outils intégrés de planification de systèmes énergétiques. Ensuite, sur le module 1.2 qui lui portait sur la démonstration de solutions pour améliorer la flexibilité du système énergétique, sur 3 projets éligibles, un projet financé par l'ADEME, donc c'est le projet CoPress. Et ce projet donc, est basé sur le concept de cellules énergétiques qui facilite la coopération entre gestionnaires de réseau et les nouveaux acteurs de l'électricité, consommateurs, que constituent des industriels ou des communautés énergétiques, par exemple, afin de créer une valeur locale pour les flexibilités et l'articuler avec les plateformes de marché mondial. Marchés mondiaux, pardon. Ensuite, on passe au module 3.1 qui porte sur les CCS et CCUS. 10 projets étaient éligibles et dont 4 sont financés par l'ADEME. Alors, on a les projets Sensation et Drive portent sur le captage de CO2 avec pour sensation le développement d'une technologie de captage de carbone dans l'air par un absorbeur adapté pour les faibles concentrations de CO2, pour les sources industrielles. Et bien évidemment, le défi de la baisse des coûts élevés qui sont associés à l'énergie nécessaire au captage de CO2 faiblement concentré. Pour le projet Drive, il vise le développement de solutions techniques pour le deep removal, pour épurer les fumées industrielles de CO2. Voilà, un niveau de concentration résiduelle qui est plus faible que la concentration de CO2 atmosphérique. Le projet Legacy vise à développer des outils et des technologies pour le dépistage, la surveillance et la résolution des problèmes d'intégrité des puits, de stockage de CO2, pardon. Le projet CO2R, lui vise à promouvoir l'approche d'un cluster multinational Suisse, France, Allemagne pour développer des corridors de transport de CO2 à travers l'Europe pour le déploiement de solutions CCS. Merci beaucoup. On passe à la région Pays de la Loire. Alors, c'est Charlotte? Oui. Charlotte, merci Annabelle. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, pour la région Pays de la Loire, on est un peu le petit poussé côté français de cette délégation française, puisque comme le disait Annabelle et comme ce sera expliqué dans les conditions de financement, la région Pays de la Loire ne financera que des acteurs implantés en Pays de la Loire. Et donc sur cet appel 2022, nous avons eu donc un projet approuvé. Qui comprend 2 entités basées en Pays de la Loire, donc une université, l'université Gustave Eiffel, et une entreprise, DICE Engineering, puisque comme on le précisera aussi, côté Pays de la Loire, effectivement, quand on a un acteur académique qui se positionne, on pose une condition de partenariat avec une entreprise pour qu'on ait vraiment un binôme efficient. Donc, ce projet SeaSnake, c'est en fait une continuité d'un projet qui a été financé dans le cadre de l'Oceaneiranet sur la génération précédente, comme cité tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui poursuit vraiment son activité et qui peut, grâce à ce BIS, entre guillemets, monter en puissance. Et donc, il fera la démonstration de nouveaux systèmes de surveillance. Il va plus loin que ce que les activités qui étaient proposées, évidemment, par le passé. Et il travaille donc sur des solutions de protection de surface haut de gamme
qui vont au-delà des pratiques actuelles et ils traitent en particulier en fait le besoin des dispositifs d'énergie offshore mobiles et flottants pour assurer la fiabilité et la fonctionnalité pardon, des câbles dynamiques. Voilà de notre côté. Merci Charlotte. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? J'en ai vu passer dans le chat. Pascal a répondu. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, je propose qu'on avance sur le cœur, j'allais dire, de notre webinaire, à savoir l'appel 2023 et ses call modules. Chaussez vos lunettes, ouvrez vos oreilles. Donc, c'est là la partie stratégique pour essayer de comprendre ce CETP qui donc se découpe, je l'ai dit, en grands domaines prioritaires qui sont les TRI, Transition Initiative. Il y en a 7. Ces TRI sont répertoriés sur la gauche du tableau. Donc, ça va des systèmes énergétiques intégrés à zéro émission jusqu'aux bâtiments et à l'efficacité énergétique des bâtiments, en passant par le CCU, les énergies renouvelables, etc. Ces TRI, qui ont été une façon, j'allais dire, de construire ce CETP, ont donné lieu et donnent lieu à des call modules que vous voyez dans la deuxième colonne avec des petits numéros 01, 02 jusqu'à 10A et 10B. Certaines TRI donnent lieu à 2 call modules. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a voulu soit le TRI était assez dense en termes de techno et de thématiques. C'est le cas du TRI 4 qui couvre à la fois les aspects heating and cooling, mais aussi géothermie. Donc, du coup, ça a donné lieu au call module 6 et au call module 7. Ou alors, c'est pour couvrir toute la chaîne TRL, mais on a préféré séquencer avec une partie qui va financer plutôt les aspects recherche et innovation allant jusqu'à l'échelle TRL 4, et puis une autre partie qui va plutôt se focaliser sur l'échelle allant jusqu'à 6 ou 7, par exemple. C'est le cas des appels, enfin des call modules en général qui sont A ou B. Il y en a 2, c'est 3A et 3B, et 10A et 10B. Donc, on verra ça dans le détail. Vous avez les titres des call modules qu'on va vraiment présenter un par un dans la 3e colonne. Et enfin, les 3 dernières colonnes indiquent en fait là où se sont positionnées nos agences et la région Pays de la Loire, c'est-à-dire là où elles vont apporter de l'argent pour soutenir les acteurs français qui seraient éventuellement lauréats. Donc, si vous voulez participer au CETP, il faut regarder en premier lieu où est-ce que les agences de financement ou la région Pays de la Loire pour les acteurs de cette région se sont positionnés et ensuite donc vous référez au call module. Modulo, quelques restrictions parfois, mais notamment je pense à l'ADEME, mais on expliquera ça au fur et à mesure de la présentation. Est-ce que par rapport à ça, mes collègues veulent ajouter un mot ou est-ce que vous avez des questions? C'est vraiment bien important de comprendre cette architecture. Et encore une fois, vous, quand vous répondez, vous devez avant tout répondre au call module. Donc, c'est ce qui est le plus important. Annabelle, je me permets juste une toute Oui. petite précision, on y reviendra peut-être, mais pour les acteurs qui sont aujourd'hui présents côté Pays de la Loire, sachez que si vous êtes intéressé par d'autres call modules sur lesquels la région Pays de la Loire ne s'est pas positionnée, vous êtes tout à fait éligible en tant qu'acteur français, entre guillemets. Voilà. J'ai envie de dire, votre nationalité régionale Pays de la Loire vous empêche pas de vous positionner en tant qu'acteur français, comme tout autre acteur français sur les autres call modules. Call module. Merci, Charlotte. Alors, si c'est clair pour tout le monde, je propose qu'on rentre dans le détail. On va commencer par les 2 premiers call modules, donc le call module 1, le call module 2, qui sont tous les 2 rattachés à la Transition Initiative 1, Integrated Net Zero Emissions Energy System. Et je passe la parole à l'ADEME, qui va nous présenter en premier le call module 1. Alors, il fallait un chef de file pour présenter sur ce call module, donc c'est l'ADEME, mais vous voyez en bas de la slide que l'ANR s'est également positionné. Samira. Ok, merci Annabelle. Alors, donc pour ce module, effectivement, il y a à la fois l'ANR et l'ADEME qui peuvent financer, qui sont susceptibles de financer selon le niveau de maturité des projets, mais Pascal pourra le préciser. Ce module cible l'intégration des technologies à courant continu au sein des réseaux à courant alternatif, sachant que ces technologies sont effectivement bien positionnées pour le transport longue distance d'électricité, pour améliorer la résilience des réseaux aux perturbations et pour faciliter aussi la mutualisation, l'interconnexion des ressources renouvelables offshore notamment.
Donc, le module vise le déploiement des réseaux multiterminaux émaillés en courant continu à différents niveaux de tension, mais également des réseaux hybrides alternatifs courant continu. Il s'agit d'accompagner le développement des ENR, notamment offshore, onshore, mais aussi l'intégration des îles énergétiques. Les objectifs du module sont le développement, le test et la validation des outils nécessaires à l'accélération du déploiement de ces technologies. Les partenaires ciblés sont les gestionnaires de parcs éoliens, par exemple, offshore, d'îles énergétiques, les gestionnaires de réseaux, bon, les GRT-GRD, les réseaux industriels et résidentiels courant continu, les industriels et PME dans les domaines des composants, systèmes et dispositifs pour les systèmes énergétiques, ainsi que les acteurs des logiciels, hein, sur les services qui sont concernés par les services, et bien évidemment les universités, instituts et centres de recherche. En termes de TRL, ce qui est attendu, c'est un saut de 1 à 2 classes par rapport à l'état des connaissances. Voilà, j'ai fait assez… Sauf si Pascal veut ajouter quelque chose sur le cours module 1. Oui, On peut-être passe… Oui. juste pour dire un mot, effectivement, puisqu'on est 2 agences qui sont impliquées donc, comme financeurs potentiels sur ce call module 1. Donc, la séparation, comme l'a bien dit Samira, elle se fera en fonction de l'échelle des TRL. Donc, je rappellerai tout à l'heure un peu comment est positionnée l'ANR. C'est essentiellement, on va couvrir des activités qui sont plutôt entre les TRL 3 et 5 et l'ADEME au-delà en principe. Sachant que là, c'est pas indiqué le TRL de départ, mais on attend quand même plutôt des projets qui partent de TRL pas très bas en général dans ces call modules, hein. Ça, c'est un message général pour l'ensemble. C'est qu'on part plutôt sur des niveaux de TRL de 3, en principe, à minima. On n'est pas sur les TRL 1, 2 de départ. Il faut quand même que les premières preuves de concept soient obtenues pour que le projet soit convaincant dans le cadre de CETP. Oh, Paul Adela, je n'ai pas parlé pardon, Annabelle, donc enfin, c'est peut-être pas la peine, ouais, merci. En fait, du coup, voilà, en termes de thématiques de recherche, en fait, j'en ai pas parlé, c'est en bas du transparent à droite. Voilà, les thématiques en fait de R&D ciblées portent sur l'exploitation, le suivi, la protection des équipements, les modalités de gestion, la vérification des performances, les procédures de test et d'entretien, la planification et les impacts marchés. Voilà, voici un peu les thématiques qui sont attendues autour de ces technologies. On passe au call module numéro 2. Toujours Samira. Alors, oui. Alors, le module 2, lui, concerne la flexibilité du système énergétique. Il est commun avec la mission innovation Green Powered Future Mission, ce qui lui donne du coup une dimension mondiale. Et ce module est aussi conjoint finalement dans son élaboration avec le TRI 2, hein, puisqu'il y a la partie, c'est en lien direct avec les technologies d'énergie renouvelable. Les 11 thématiques ciblées dans ce module, elles sont synthétisées en 5 sur la diapositive, visent à contribuer à l'intégration des énergies renouvelables en travaillant sur le stockage, les leviers techniques et de marché, tout particulièrement ceux liés aux flexibilités, de production d'énergie renouvelable à grande échelle, de stockage, des charges des véhicules électriques, de gestion par les marchés dans les secteurs commerciaux et résidentiels. La numérisation et la standardisation sont également ciblées pour faciliter la mise en œuvre et le déploiement. Les priorités de recherche, alors oui, donc je les ai, elles sont effectivement ici synthétisées dans 5 thématiques.
Les projets de recherche et innovation attendus pourront viser le développement technologique, l'intégration système, le développement de systèmes numériques et plateformes de gestion et de contrôle, et la normalisation des dispositifs et plateformes développées, avec l'objectif d'accélérer le déploiement d'innovations clés qui permettent l'adoption de solutions reproductibles et évolutives. Les partenaires ciblés sont les acteurs du secteur privé réglementé, donc opérateurs systèmes, PME et entreprises dérivées, organismes de recherche. Les niveaux prévus au démarrage du projet, c'est des TRL supérieurs ou égales à 3. Et les TRL visés in fine, à la fin du projet, c'est des TRL de 5 à 6. Voilà, et puis sur ce module, effectivement, il y a uniquement l'ADEME qui est susceptible de financer. Merci Samira. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on avance. J'ai oublié de mentionner, en fait, chaque TRI a son leader. Donc, vous voyez que pour la TRI 1, c'était l'Italie. Et pour la TRI 2, c'est de nouveau l'Italie avec l'Université de Bologne. Donc, sur TRI 2, alors c'est Éric, peut-être Mathieu, qui présente pour la région Pays de la Loire, puisque la région Pays de la Loire s'est positionnée sur ce call module, ainsi que l'ANR. Mais encore une fois, on désigne un chef de file pour présenter, pour que les choses soient plus simples. Éric, je vous cède la parole. Merci Annabelle, bonjour à vous tous. Donc ce TRI2 cette année se découpe en 2 calls modules, 3A et 3B, dont on va donner un peu plus de précision. Il concerne les technologies avancées de production d'énergie zéro émission. Bon, les objectifs globaux, c'est des aspects clés en vue d'accélérer le développement et l'adoption de technologies d'énergie zéro émission dans la perspective du respect du Green Deal. Le champ d'action du call module. Alors là, vous le verrez, et ça va être précisé après par à la fois l'ANR à nos côtés, qui finance une partie des projets, et nous, en région Pays de la Loire, les autres. Ce module d'appel prévoit à la fois des projets axés sur la recherche, qu'on qualifie de ROA 3A, et des projets sur l'innovation, qu'on qualifie de IOA 3B. Portant sur des domaines qu'on va détailler un petit peu dans une slide suivante ensuite, de nouvelles générations de technologies d'énergie renouvelables, rentables, évolutibles et transférables, avec des attentes en matière qui peuvent aller sur l'efficacité, de performances améliorées, des retours sur investissement intéressants, voire jusqu'à de l'intégration, du couplage, de l'hybridation. Les aspects attendus couvrent l'efficacité, les performances, les technologies et les composants de ces énergies renouvelables. Je l'ai dit, les coûts d'investissement, le LCOE, la faisabilité, le passage à l'échelle, des tests en conditions géophysiques ou bien météorologiques. On doit aussi réduire l'impact environnemental, possiblement réduire l'artificialisation des sols ou des espaces maritimes utilisés par les projets, minimiser les matières premières critiques ou produits rares et appliquer, si possible, des principes de circularité dans la conception. Les acteurs du projet peuvent être de nature académique, universitaire, établissement de recherche, mais aussi, bien entendu, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, des intégrateurs, des planificateurs sur ces projets-là. Alors là où ça devient intéressant, c'est comme vous le voyez en bas de la slide, on est sur, comme je le disais tout à l'heure, 2 natures de projets, donc des projets qualifiés de ROA avec des TRL attendus jusqu'à 4. Et là, ce sera l'ANR et Pascal pourra compléter et on donnera nos modalités respectives de financement un peu plus tard dans ce webinaire. Et nous, Région Pays de la Loire, nous allons plutôt financer des actions d'innovation sur des TRL à la fin du projet, c'est-à-dire après 36 mois, qui devraient atteindre un niveau de TRL au moins de 6. Sur la slide suivante, les grandes thématiques au nombre de 7 que couvre ce call module aujourd'hui, c'est similaire à ce que nous avions l'année dernière, à ceci que s'ajoute ce qu'on appelle les bioénergies pour la production. Nous n'avions pas forcément ce sujet très développé l'an dernier, donc là on est sur des productions d'énergie à haute efficacité à partir de biomasse, ce qui est un petit peu nouveau, et donc ça emporte les systèmes de cogénération.
Sur la partie du solaire thermique, on peut être en solaire thermique concentré ou pas, avec des technologies de centrales solaires mises en ligne, mises au point, des technologies de centrales à récepteur central, des turbomachines. Sur les énergies des océans, on a les dispositifs relatifs à tout ce qui est énergie houlomotrice, marémotrice, les systèmes de connexion associés. Sur les énergies renouvelables offshore, on va trouver bien sûr l'éolien flottant, mais aussi le photovoltaïque flottant, les nouveaux matériaux, les nouvelles applications de ces matériaux existants pour des solutions d'amarrage, de fondation, de modélisation que l'on peut aussi mettre en place, de prévision marine spécifique au site de déploiement des projets. L'énergie solaire photovoltaïque, là on va être sur les technologies du photovoltaïque avancé, hein, cellules et modules solaires tandem en perovskite, silicium, couche mince, photovoltaïque souple, avec des attentes en termes d'amélioration de la durée de vie, de la fiabilité, des outils de numérisation pour l'exploitation et la maintenance qui peuvent être aussi développés. Sur les énergies éoliennes offshore et onshore, c'est les prochaines générations de technologies éoliennes avec des aspects qui peuvent adresser la modélisation atmosphérique, l'utilisation de jumeaux numériques pour turbines, des solutions d'exploitation et de maintenance, des solutions d'intégration paysagère. Enfin, pour finir, les thématiques, eh bien, c'est les solutions, je dirais, hybrides, optimisation de l'intégration sur un site de différentes sources d'énergie renouvelable, intégration qui peut aussi associer le stockage dans ces systèmes. Merci Eric. Est-ce que Pascal veut ajouter un mot là-dessus? Non, je pense que c'est extrêmement clair du point de vue de la description des différents sujets. Et les deux modules sont très similaires en termes de couverture Ouais. thématique, simplement distingués par l'échelle des TRL. Voilà. Ouais, mais il n'empêche que je vous passe quand même la parole puisque c'est à vous pour l'école Merci. module 4 et 5. Effectivement, donc je reprends la parole pour décrire les deux modules d'appel du TRI 3, hein, qui est un TRI extrêmement large puisque ça couvre les aspects captage, stockage, utilisation du CO2 et tous les carburants renouvelables, y compris l'hydrogène, hein, y compris les biocarburants, etc., ou les carburants de synthèse. On peut passer. Donc, on commence par le premier module d'appel qui, lui, est dédié à la partie CCUS, Carbon Capture and Utilization and Storage. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de faciliter l'émergence de toutes ces technologies de captage, utilisation et stockage du CO2. Voilà. Je ne vais pas passer une à une ces différentes technologies. Vous les connaissez certainement, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par ces sujets-là. Ça va donc de captage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on étend ça également vers des nouveaux aspects qui n'étaient pas forcément très bien traités jusqu'à maintenant, comme par exemple les technologies à émissions négatives. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour tous les participants à ce séminaire, mais c'est des technologies qui vont coupler du captage de CO2 sur l'utilisation en fait de par exemple de biomasse qui donc est une ressource renouvelable qui a stocké du CO2 et si on capte ce CO2, donc ça, on obtient quelque chose qui est, on appelle à émission de CO2 négatif parce qu'on retire du CO2 qui a été en gros capté par la biomasse au départ. Voilà. Donc ça fait partie aussi de ces sujets, de ce périmètre, de cette module d'appel. Simplement pour indiquer que les consortiums attendus, puisqu'il y avait une question, je vais peut-être en profiter pour insister dessus, que les types de consortiums attendus sont précisés dans chacun des modules d'appel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a exigence toujours d'avoir une entreprise. Bon, c'est quand même quand il n'y a pas cette exigence-là, c'est quand même très fortement encouragé. Voilà, donc ça fait aussi partie des critères d'évaluation. Dans les critères d'évaluation, il y a aussi la capacité du projet à ensuite pouvoir être continué en termes notamment de montée en TRL et puis après de déploiement vers des marchés. Donc il y a cette crédibilité
qui est attendu des projets pour ensuite une mise sur le marché. Et donc le fait qu'il y ait des entreprises qui soient intégrées dans les consortiums et qui aient un rôle actif et qui auraient cette capacité ensuite à pouvoir déployer la technologie ou des aspects de cette technologie qui seraient développés dans le cadre de ces projets-là font partie des points très positifs attendus dans ces projets. Voilà. Donc, je voulais insister aussi sur cet aspect-là. Ici, on attend des projets qui vont atteindre à minima le TRL 5. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas partir de TRL trop bas. C'est rare qu'on saute plus de 2 niveaux de TRL au cours d'un projet qui va durer 3 ans. Voilà. Les partenaires industriels doivent être impliqués de manière active, vraiment comme partenaires. Donc là, c'est une exigence spécifique à ces modules d'appel. Samira, vous voulez ajouter quelque chose pour l'ADEME sur ce call module sur lequel vous êtes aussi positionné? Oui, tout à fait. Donc voilà, je voulais juste souligner que donc l'ADEME est impliquée sur ce module, mais effectivement l'ADEME exclut en fait le financement sur tout ce qui est DAC et DAX, en fait les Direct Air Capture et puis Direct Air Carbon Capture and Storage. Voilà, donc c'est moyennant ça, voilà. Donc je voulais juste préciser ça. Sachez que l'ADEME ne financera pas des projets là-dessus. Nous avons déjà des projets en cours. C'est essentiellement pour ces raisons-là qu'on ne souhaite pas se positionner sur ces sujets-là. Merci Samira. Mais ils peuvent être financés par l'ANR s'ils sont au bon niveau de TRL. Alors, j'en viens maintenant au deuxième module associé à ce TRI. Donc, c'est un module qui est dédié à l'hydrogène et aux carburants renouvelables dans leur ensemble. Donc là encore, c'est un module extrêmement large, hein, puisqu'on verra juste après un peu ce qu'il couvre en termes de périmètre thématique. Voilà. Donc là, il n'y a pas forcément obligation d'avoir un partenaire industriel, mais c'est quand même vivement souhaité de les impliquer. Les projets doivent viser des TRL de 5 à 9, donc on voit qu'on est quand même là encore sur des TRL assez élevés, même si des parties peuvent être à des TRL plus bas, mais l'essentiel des activités de ces projets-là attendus doivent viser ces TRL au minimum 5 en fin de projet. Voilà, on peut passer peut-être, parce que ça va permettre de voir un peu l'ensemble du périmètre, donc qui va de la production d'hydrogène sans émission de CO2 ou à très faible émission de CO2, donc ce qu'on appelle les hydrogènes verts ou bleus. Alors, une restriction ici, c'est que l'ANR ne va financer que des projets de production d'hydrogène sans émission de CO2. Voilà, donc les projets donc plutôt qu'on appelle l'hydrogène vert. Ça concerne également le stockage de l'hydrogène sous forme soit d'ammoniac, soit de liquid carriers, je ne sais plus comment on traduit ça en français, voilà, donc sous format liquide, LOHC ou autre. Les questions de transport et distribution de l'hydrogène, des infrastructures de distribution d'hydrogène, globalement, toutes les technologies et procédés de production de carburants renouvelables, que ce soit des carburants issus de la biomasse ou des carburants obtenus par voie purement synthétique, voire le couplage des deux, parce que c'est tout à fait possible effectivement aussi de proposer des projets à l'interface de ces différents sujets. Enfin, toutes les technologies d'utilisation de l'hydrogène ou de ces carburants renouvelables, on pense notamment évidemment aux piles à combustible par exemple, pour différents types d'applications, notamment les applications de transport. Très bien. Je crois que c'est encore vous. Oui, je continue. On peut passer, donc là, j'ai encore deux modules d'appel associés au TRI 4. Un premier module dédié aux technologies chaud-froid au-dessus de la surface, je vais dire, parce que c'est ce qui le distingue de modules d'appel suivants que je vais décrire juste après. Donc là, c'est un module qui s'intéresse à toutes les technologies de production, de transport, de distribution, de stockage, d'utilisation, soit de la chaleur, soit du froid. Donc les deux sont possibles, effectivement, voilà, en fonction des besoins.
Et là encore, on est sur des TRL donc, qui visés en fin de projet d'au moins 4, ça peut aller jusqu'à 8. On va passer, puisqu'on va voir plus précisément le périmètre. Donc voilà, comme je le disais, donc, ça peut concerner les questions d'intégration et de contrôle, de urban planning, etc. Les ressources, donc la question des ressources chaudes ou froides, la question du stockage, mais on exclut ici le stockage dans le souterrain puisque c'est l'objet du module d'appel suivant. Toutes les technologies de transformation et de transport de chaud ou de froid et l'usage final de chaud ou froid. Alors voilà, donc l'autre call module, alors qui est nouveau. Alors, il est nouveau par rapport au premier appel. Alors pourquoi a-t-il été introduit? C'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été très déçus par le nombre de propositions déposées globalement. Mais sur certaines thématiques, en fait, ce qu'on a observé, c'était une chute drastique du nombre de propositions qui étaient déposées à ce premier appel comparé aux appels des précédents ERANET qui portaient sur des périmètres spécifiques. Et notamment, il y avait un appel, un ERANET consacré à la géothermie, Géothermica. Il y en avait aussi un consacré au domaine du CCUS, l'ERANET Act. Et on a observé, dans le cadre de ce premier appel, une chute très importante du nombre de projets déposés comparé aux appels dédiés de ces précédents ERANET. Les géothermies n'étaient pas forcément très bien identifiées dans ce premier appel. C'est pour cela qu'il a été décidé de lui donner une place à part entière dans le cadre d'un call module, donc dans ce nouvel appel que vous voyez ici, alors qui concerne la géothermie sous toutes ses formes, donc que ce soit la géothermie de surface ou la géothermie profonde, que ce soit de la géothermie pour produire de l'électricité, donc là on parle plutôt de géothermie profonde, ou de la géothermie pour produire de la chaleur, que ce soit aussi l'usage plus globalement du sous-sol pour stocker des vecteurs énergétiques, notamment du froid ou du chaud. C'est également quelque chose qui est éligible à ce module d'appel. On peut passer. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici. Et donc, on peut avoir des projets qui vont être autour de l'identification et de l'évaluation des ressources géothermiques. On peut avoir des projets qui vont concerner ensuite l'exploitation de ces ressources géothermiques, alors y compris les matériaux critiques qu'on peut tirer de ces sources géothermiques. Et je pense notamment au lithium, mais c'est peut-être pas uniquement le seul matériau intéressant. Donc, mais c'est effectivement plutôt au lithium que l'on pensait quand on a indiqué ça. Et puis enfin toute la partie intégration de ces ressources géothermiques. Merci Pascal. Peut-être avant qu'on avance, il y avait une question justement sur le call module 6 en fait de Charles Maragna dans le chat. Donc au niveau européen, le module 6 vise des pilotes et démonstrateurs TRL 7, 8, 9 ou des projets de recherche appliquée et de développement TRL 5, 6. Seule l'ANR s'est positionnée sur ce call. L'ANR invite les partenaires français à se positionner sur des TRL 3 à 5. Il ne reste donc que des activités à TRL 5 pour les partenaires français. Ai-je bien compris? Est-ce que ces attentes françaises vont être amenées à changer d'ici à l'ouverture du call? Est-ce que l'ADEME va se positionner sur ce call pour couvrir des TRL plus élevés? Alors, pour l'ADEME, je vais répondre, pardon, je vais répondre pour l'ADEME, non. Alors, attendez, j'ai bien compris. Donc, l'ADEME ne se positionne pas sur ce… Dans le 6, ouais, non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, donc du coup, non. Non, effectivement, l'ADEME ne s'est pas positionnée, donc voilà. Pascal, sur la première partie. Oui, non, bon, la position de l'ANR en termes de couverture de TRL ne change pas. Alors, ce qu'on va bien indiquer, c'est que l'ANR va couvrir essentiellement des activités menées entre les TRL 3 et 5. Il peut y avoir marginalement des activités qui sont au-delà du TRL 5, mais ça doit rester une petite partie du financement demandé à l'ANR. En revanche, à l'intérieur d'un projet qui vise in fine, en fin de projet, le TRL 5, on peut commencer par des activités à TRL 3, voire 4, dans lesquelles des acteurs français peuvent être pleinement impliqués, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre ici, en fait. C'est vrai que ça va exclure
probablement un certain nombre de projets qui vont être quand même sur des TRL beaucoup plus élevés, qui vont partir du TRL 5 et puis aller vers des TRL 7, 8, voire 9 dans certains cas. Mais au moins, on couvre cet aspect-là, un peu plus de recherche un peu plus amont entre la partie de TRL 3, 4 et puis ceux qui va aller jusqu'à 5, voire 6 en fin de projet avec des implications de partenaires français. Et il y avait une question sur la place de l'hydroélectricité dans ce CETP. Je ne crois pas qu'il y ait de pôle module qui vise l'hydroélectricité. S'il y en avait un, c'était le deuxième, mais non. Le troisième, mais non. Non, c'est le 2. Ouais, C'est oui, le 2. pas le 2, c'est le 3. Oui, pardon. Ouais, parce que du coup, avec le. Mais non. Mais bon, pas Non. spécifiquement, oui, tout à fait. C'est pas vraiment. Non. Voilà, donc je propose qu'on avance. Alors, sur les systèmes énergétiques régionaux intégrés, en fait, personne ne s'est positionné dessus. Donc, on vous laisse les slides pour juste le plaisir de lire. On passe directement au call module 9. Et donc, c'est l'ADEME, en fait, qui s'est positionné sur ce call module. Donc, je laisse la parole à Samira. Ouais, d'accord. Donc, Annabelle, juste le premier transparent, du coup, je vais aller très vite dessus, sur ce tri, enfin, sur ce tri, sur son module, le 9, parce qu'en fait, notre participation, elle est très restreinte. Ouais. Alors, pour faire rapidement, Oui. ce module, en fait, il vise à développer et démontrer un ensemble de solutions techniques pour des systèmes énergétiques industriels intégrés, qui permettent d'aller vers la neutralité carbone des sites de production industrielle, et qui intègrent du coup le développement des systèmes énergétiques comme une part de l'ensemble du système énergétique. Les principales industries considérées sont la sidérurgie, l'industrie du ciment, la papeterie, la chimie et l'industrie alimentaire et poisson. 3 défis pour les projets ont été définis. Alors, l'ADEME se positionne uniquement sur le Challenge 3, sur le 3e défi, qui est l'extraction du coup de CO2 des émissions des systèmes énergétiques. C'est sur le CCU en fait, et uniquement sur ce Challenge 3. Voilà. Après, on continue l'exclusion de DAC et DAX, mais ce n'est pas directement lié quand même à là-dedans. C'est pas là qu'on risque de retrouver ces thématiques-là. Et voilà, je préfère préciser. Voilà, donc les partenaires ciblés, c'est les organismes de recherche, universités, les industriels, PME et grandes entreprises, les organisations publiques et privées, les associations, les ONG, et les projets attendus viseront un TRL de 4 à 7. Merci, Voilà. merci Samira. Le dernier call module sur Oui. oui, Je le reprends bâtiment. la parole effectivement puisque l'ANR a donc accepté de soutenir les projets de recherche qui pourraient s'inscrire dans le cadre du call module alors 10A, puisque là, comme l'a rappelé Annabelle au début, en fait, il y a eu une séparation en fonction de l'échelle de TRL. Donc, est-ce que le projet est plutôt orienté vers la recherche ou plutôt orienté vers l'innovation et la démonstration? Et donc, on est uniquement sur la partie plus amont de ce TRI. Alors, ce TRI est dédié en fait à tous les projets qui visent à examiner les questions autour de l'intégration des technologies dans l'environnement construit, donc à l'échelle des bâtiments et à des échelles on va dire, légèrement supérieures à celles des bâtiments qui sont peut-être les îlots, effectivement, pour bien traduire l'anglais. Voilà, donc on s'intéresse à tout type de technologie énergétique, hein, ça peut concerner aussi bien les questions d'éclairage, d'intégration des énergies renouvelables, de chauffage, de froid, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer en termes de technologie énergétique qui s'intègre dans l'environnement construit. Voilà. Et avec des approches que l'on souhaite holistiques, ces questions d'intégration qui pourraient impliquer l'ensemble des acteurs, notamment les industriels, mais aussi des architectes, voire des utilisateurs. Donc, on attend des projets qui regardent bien les questions d'interface entre la technologie individuelle qui existe et l'ensemble du système, comment ça va s'intégrer, comment ça va pouvoir être géré, voilà. Les questions d'intégration dans le bâtiment et d'offre de services de ces technologies,
Voilà, et également, donc, comme je l'ai dit, les questions de lien avec l'ensemble du réseau plus global, donc au-delà de l'échelle du bâtiment ou de l'îlot, et les questions autour du management global. Alors, je soulignerais qu'il faut, si vous êtes intéressé par ce call module, aussi regarder l'appel à projet qui, lui, est déjà ouvert du partenariat cousin qui s'appelle Driving Urban Transition, DUT, puisqu'en fait, lui, alors il n'est pas coupé en call module, mais en ce qui s'appelle des Transition Pathways, chacun a ses propres vocables, mais il y a un Transition Pathway qui, lui, est donc dédié aux questions autour des espaces construits, donc qui s'appelle Positive Energy District, et qui pourrait aussi vous intéresser dans ce cas-là, si vous hésitez entre ce module d'intégration des énergies dans l'espace construit et les questions à des échelles plus larges, comme celle du quartier ou de la ville. Voilà, on peut passer. Ouais, merci Pascal. Alors je vois pose question pour ceux qui veulent sur cette partie quand même dans. Oui, il y a eu des questions, je crois. Oui, je crois que On dans le n'a chat, peut-être pas bien vous avez répondu. pas mal répondu. Pas forcément bien, je ne sais pas, parce que les questions ont été... Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées? Si c'est le cas, prenez la parole. N'hésitez pas, c'est plus convivial. Là, je vois une question qui apparaît. Oui, c'est Gaël qui a précisé. Oui, Monsieur Bourguignon. Bonjour, merci. J'ai une question concernant les thèmes des projets. Est-ce qu'il serait possible éventuellement d'envisager un projet qui serait à cheval sur 2 TRI ou c'est déconseillé? Alors, de toute façon, vous devez choisir un TRI, puisque en fait, c'est sur la base des TRI et des modules d'appel que se font les classements, en fait, et la sélection. On est obligé, pour des raisons de mise en œuvre pratique, de faire de la sélection, donc de classer les projets à l'intérieur de chaque call module, et après la sélection elle se fait à l'intérieur de ça. Voilà. Donc, de toute façon, vous serez obligé de faire ce choix-là. Donc, en fonction de votre projet, il peut être à cheval entre des sujets qui sont traités dans 2 TRI, mais je pense qu'il va falloir le rattacher à un module d'appel principal dans votre cas. Mais ce n'est pas exclu, hein, vous pouvez traiter, parce qu'effectivement, il peut y avoir des sujets transversaux. D'ailleurs, vous êtes certainement conscient que les modules d'appel ne sont pas complètement étanches les uns par rapport aux autres, hein. C'est pratiquement impossible d'avoir des modules d'appel complètement séparés, complètement étanches. Et voilà, il y a parfois des petits recouvrements entre les différents modules d'appel. D'accord, merci. Et si je peux me permettre de poser une seconde question? Donc vous avez expliqué la logique de l'appel qui est en 2 étapes, si j'ai bien compris, avec une première étape avec un document court et ensuite un document plus important. Et quel est le taux de succès à chaque étape, si vous le connaissez? Alors, je peux vous le donner pour l'an passé. Par contre, ça ne préjuge pas du tout celui de cette année, enfin celui de l'appel en cours, parce que comme je l'ai dit, le problème de l'an passé, c'est que le nombre de dépôts était très nettement plus faible que ce qui était attendu, et donc les budgets en fait ont été largement suffisants pour pouvoir financer tous les projets de qualité suffisante, voilà, qui méritaient d'être financés. Donc c'est pour ça qu'on est à un taux de succès de presque 45%, ce qui est quand même beaucoup, même par rapport aux références européennes, je pense que c'est quand même beaucoup, hein. Donc voilà, et surtout, en fait, on a fait passer en fait tous les projets en étape 2 qui étaient au-dessus d'un certain seuil. Donc il n'y a pas eu de filtrage lié à des problèmes par exemple, de sursouscription budgétaire pour certains pays, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive notamment dans l'autre partenariat dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont beaucoup de demandes de financement par rapport au budget qu'ils mettent sur la table. Et donc, pour cela, on est obligé d'éliminer un certain nombre de projets en étape 1 pour pouvoir assurer un taux de succès intéressant en étape 2, là où on vous demande une proposition détaillée longue. Ça n'a pas été le cas ici, donc en fait, on a laissé passer pratiquement tous les projets qui le méritaient, donc qui étaient au-dessus d'un certain seuil en étape 2. Et de fait, tous les projets qui étaient au-dessus du seuil en étape 2, après évaluation des propositions complètes, ont été financés là, voilà, parce qu'on avait le budget suffisant, mais ça ne préjuge pas de l'appel de cette année. Bon, quand même, déposez quoi. Oui, n'hésitez pas. Voilà. Oui, merci beaucoup. Une autre question de Monsieur Sébastien Drouard.
Oui, bonjour. J'aimerais savoir s'il y a des calls qui sont réservés ou qui acceptent des thématiques spécifiques qui relèvent des matériaux. Je pense au GAN ou au SIC, par exemple, mais d'autres types de matériaux, d'une part, et d'autre part, à des matériaux qui peuvent être associés à des procédés de fabrication. Je pense à la fabrication additive, d'autre part. Je peux répondre, Annabelle, ou... Oui, 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 je ne vais pas vous damer le pion. Là, si votre projet est vraiment très axé sur des verrous concernant la fabrication de matériaux, c'est pas forcément le bon endroit, CETP. Là, on vise vraiment à avoir des projets qui ont une crédibilité en termes d'application dans le domaine de l'énergie et qui vont pouvoir avoir un impact à relativement court terme dans le domaine de l'énergie. Voilà. Donc, ou alors il faut vraiment vous présenter votre projet sous cet angle-là. Moi, je vous conseillerais plutôt de regarder en parallèle, mais vous le connaissez peut-être, un autre appel auquel contribue l'ANR, donc qui est un appel d'un réseau qui s'appelle MRANET. Hein, c'est un ERANET, alors c'est les anciennes formules avant les partnerships, mais c'est un très gros appel, qui reçoit entre 300 et 400 pré-propositions chaque année. Il émet un appel chaque année. Et lui, qui est vraiment dédié à la science des matériaux sous toutes ses formes, je dirais, quelle que soit l'application. Mais il y a un découpage aussi, il y a un topic matériaux pour l'énergie, donc, que l'ANR cofinance. Bon, l'ANR a aussi un rôle important dans les Meranet, puisqu'on assure le call secrétariat, hein, enfin, le secrétariat de l'appel pour l'étape 1. Merci. Merci Pascal, je propose qu'on avance, on est un petit peu en retard, sur les règles de participation, qui est une partie évidemment importante. Alors la particularité du CETP, c'est que ça mêle en fait des règles transnationales d'éligibilité qui sont précisées sur le site web du CETP, pour lequel vous avez donc l'adresse mail, l'adresse web pardon, en bas de cette page, et les règles des agences qui vont vous être présentées donc ensuite. Donc, ce que vous regardez, ce qui va être observé tout de suite dans votre proposition lorsque vous la déposez sur le système informatique dédié via le site du CETP, évidemment, c'est si cette proposition est en anglais, si le consortium répond bien aux critères, c'est-à-dire qu'il faut être à minima 3 entités indépendantes différentes de 3 pays différents, dont au moins 2 pays États membres ou États associés de l'Union. Il ne faut pas qu'en tant qu'entité il ne faut pas qu'un partenaire dépasse en termes de ressources humaines, ce qui se compte en personnes, moi, comme vous le savez, dépasse 60%. Il ne faut pas qu'une région ou un pays dépasse en termes de ressources humaines pour un projet 75%. La date, vous devez commencer votre projet avant le 15 décembre 2024 avec une durée maximum de 36 mois et vous devez dédier un work package, pardon, au reporting et aux connaissances, en fait, partage de connaissances. Donc, je l'ai dit, c'est un appel en 2 étapes. Donc, vous allez déposer une pré-proposition de 10 pages à peu près maximum avant le 22 novembre 2023. Une fois qu'on a regardé si vous répondez bien aux critères d'éligibilité que je viens de vous présenter, proposition d'anglais, le consortium, etc., on va évaluer, en tout cas des experts indépendants, 3 pour chaque proposition, vont évaluer au regard des critères que vous connaissez sûrement d'Horizon Europe, qui sont l'excellence, l'impact, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre de votre proposition. Donc ces critères, chacun sont notés sur 5. Et puis à ce niveau-là, donc au niveau de la pré-proposition, les agences, en tout cas, peuvent aussi regarder et avoir leur mot à dire pour vérifier l'éligibilité. Une fois la première étape passée, donc par call module, il y a une liste en fait qui classe les projets. Les premiers, ou en tout cas en accord avec les agences, un certain nombre sont amenés à passer en deuxième étape. Et là, on vous demande un projet plus dense, 30 pages maximum. Les partenaires doivent fournir une lettre d'engagement et on re-regarde de nouveau, lorsque vous redéposerez cette proposition de 30 pages, les critères d'éligibilité et puis on va de nouveau vous noter par rapport aux critères d'excellence, d'impact et de mise en œuvre. Et quand je dis on, c'est des experts, donc 3 indépendants qui, in fine, pour chaque call module, vont établir une liste en fait classant les projets et vous serez informé en juin 2024 si oui ou non votre projet est retenu. Est-ce que par rapport à ça, Pascal, vous voulez ajouter un mot ou est-ce qu'on passe, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.
J'ai fait vite, tout ceci est expliqué de manière plus précise dans le texte de l'appel, mais c'est pour que vous ayez les principaux éléments en tête. Non, mais s'il n'y a pas de questions, on va Eh bien, on passer aux va règles passer aux règles spécifiques. spécifiques. Sinon, je pourrais répondre à des questions plus générales, mais Oui, bon, si vous avez des questions, c'est les n'hésitez questions, pas. mais Sinon, voilà. maintenant, on passe donc aux règles spécifiques de l'ANR. Très Pascal, bien. c'est à vous. Très bien, merci. Donc, les règles, bon, tout d'abord, je rappelle que, en fait, donc, puisque les partenaires demandent un financement à l'ANR, donc c'est pas les règles européennes qui s'appliquent de financement, c'est les règles ANR qui vont s'appliquer, comme pour ceux qui vont demander un financement à l'ADEME, ça va être des règles de financement ADEME qui vont s'appliquer, hein, les règles que vous connaissez sans doute au niveau national, hein, ce sont exactement les mêmes qui s'appliquent, hein, le règlement financier existant de l'agence pour laquelle vous sollicitez un financement qui s'applique. On n'adopte pas les règles européennes dans ce cas-là. Les conditions d'éligibilité concernent bien sûr la participation à un des modules d'appel pour lesquels on a déclaré qu'on pourrait financer des projets. Il y en a 7 en tout, hein, comme vous le voyez. Donc, et puis pour les niveaux de TRL, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'ANR s'attend à financer des activités de recherche qui vont être essentiellement entre les niveaux 3 et 5, même si on admet qu'il peut y avoir une petite partie des activités qui va aller au-delà de ces niveaux de TRL. Voilà, mais qui devra rester marginal. Ensuite, on veut tout d'abord impliquer la communauté française de recherche publique dans les projets. Donc, c'est aussi un des objectifs de la participation de l'ANR à ce cofinancement, c'est de pouvoir soutenir l'implication de la communauté française côté recherche publique. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait, pour les partenaires qui vont demander un financement à l'ANR, parmi ceux-ci, au moins un partenaire du type organisme de recherche publique. Donc soit sous tutelle CNRS ou université ou autre organisme de recherche comme le CEA, l'IFPEN, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme organisme public de recherche. Alors, un point important ensuite, mais qui est générique à l'ensemble de l'ANR, donc c'est que les partenaires originaires de pays faisant l'objet de sanctions applicables au domaine de recherche par les autorités de l'Union européenne sont exclus du présent appel à projet de l'ANR. Donc ça concerne, comme vous vous en doutez, la Russie. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas impliquer dans vos consortiums de partenaires russes, enfin de Russie, exerçant en Russie, parce que vous pouvez avoir des collègues russes qui travaillent en Allemagne, donc ceux-là, ils sont bienvenus, mais pas de partenaires institutionnels russes. Et puis, un point qui est un peu délicat à bien comprendre, c'est que l'ANR exclut de financer 2 fois la même chose. Donc, pas de financement d'activités de recherche qu'on estime similaires. On ne va pas apporter le même financement pour 2 fois la même chose. Voilà. Et puis, on demande pour les partenaires qui auraient la chance d'être sélectionnés en étape 2 de déposer sur le site de l'ANR leur proposition complète. On compte consacrer 3 millions, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas pu les dépenser entièrement, ces 3 millions. Donc, cette année, on espère pouvoir s'en approcher. Donc, ce qui permettrait de financer entre 8 et 10 projets. Donc, on se base un peu sur une moyenne un peu de projets qui vont demander une aide entre 200 et 350 000 euros à l'ANR. C'est un peu le cadrage qu'on s'était donné. Voilà. On peut aller, dans certains cas, si on a par exemple plusieurs partenaires français avec un programme ambitieux, qu'on est coordinateur d'un projet, ça peut aller jusqu'à 500 000 euros de demande d'aide à l'ANR. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Pascal. On passe aux règles de l'ADEME avec Samira. Oui, merci Annabelle. Donc pour l'ADEME, donc le budget alloué pour cet appel est de 1 million au total, avec un montant d'aide maximale par projet de 300 kg. Le périmètre, je ne reviens pas dessus. Donc voilà, on a présenté, donc on se positionne sur le module 1, sur le module 2, sur le module 4. CCU, CCS. Je rappelle qu'on ne financera pas les projets sur DAC, DAX. Et puis, on se positionne aussi sur le CCU pour le module 9. Pour le financement, donc l'ADEME finance les partenaires de projets français qui sont appliqués.
avec effectivement le positionnement sur de la recherche appliquée, la recherche industrielle ou développement expérimental. Et puis, on a un ordre d'idée de TRL, c'est des TRL qui vont de 5 à 8. Pour l'aide, se conformer aux règles de financement de l'ADEME nationale, comme l'a dit Pascal, de la même manière, l'ADEME, c'est les règles de financement qui sont appliquées pour des projets dans le cadre d'appel à projets recherche en France. Les entités éligibles, c'est les organismes publics de recherche, tels que les universités, les établissements publics caractère scientifique et technologique, les EPIC, les entreprises, de la petite jusqu'à la grande entreprise, les collectivités, les associations et les ONG. Voilà. Merci. Merci Samira. Il y avait une question dans le chat, mais Pascal l'a prise, c'est parfait. On a un community manager au taquet. Les règles spécifiques pour la région Pays de la Loire, donc avec Gaëlle Frostin. Gaëlle, je vous laisse la parole pour expliquer les règles de votre région. Tout à fait. Donc, pour mémoire, la région Pays de la Loire s'est positionnée sur le call module 3B du TRI 2. Donc voilà, nous, c'est notre seul et unique champ d'action. Donc, en termes de projets attendus, je ne rappelle pas la première règle qui est en fait commune à l'ensemble du partenariat sur la composition du consortium et les 3 États membres différents. Ce qui est spécifique donc, à la région Pays de la Loire, c'est que les activités du projet en question portées par les acteurs ligériens doivent être développées en Pays de la Loire, donc se tenir en Pays de la Loire ou au moins être conduites par des ressources humaines qui sont basées en Pays de la Loire. Sur les TRL, donc on est bien sur un niveau de TRL en fin de projet qui est au moins de 6. Donc ça correspond donc au call module 3B sur lequel on s'est positionné. En termes d'acteurs éligibles, on vise avant tout des entreprises, donc quelle que soit leur taille, qui ont au moins un nom d'existence légale avec un chiffre d'affaires qui est significatif, voilà, que ce ne soit pas une entreprise qui vienne d'être créée. Donc entreprise ligérienne du domaine de la R&D et de la filière des énergies renouvelables. Et on aura aussi la possibilité de financer d'autres organisations, en particulier des acteurs académiques, si et seulement si une entreprise ligérienne éligible se positionne dans le même consortium. Donc voilà, c'est bien un binôme qu'on peut être amené à financer, ou des entreprises seulement. En termes de taux de financement, donc ce qui apparaît à l'écran, ce sont des taux maximum. Il diffère selon la nature des travaux conduits, donc qu'on soit dans la recherche industrielle appliquée ou le développement expérimental, selon la taille des entreprises, mais ça c'est classique de l'encadrement des aides d'État sur la R&D. Et puis en termes d'acteurs académiques, on se situera sur 75% des coûts totaux ou 100% des coûts marginaux. Tous ces éléments, ces taux seront déterminés donc en fonction du statut juridique de l'acteur, de la taille de l'entreprise et puis de la nature des travaux qu'elle mène. On peut aussi différencier le niveau de soutien d'un work package à l'autre. Certains lots de travaux peuvent être plutôt de la recherche industrielle et d'autres plutôt du développement expérimental. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi regarder de près. À noter qu'une partie du financement pourra provenir de prêts et que le niveau final de soutien et sa forme, ils sont définitivement arrêtés après la phase de sélection, quand on est au moment de la contractualisation avec la région pour les acteurs ligériens. Merci Gaëlle. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie financement, règles de participation, éligibilité? C'est pas forcément évident, puisqu'encore une fois, ça combine 2 niveaux, il faut être vigilant. Votre point d'entrée, en tous les cas, c'est vraiment la plateforme du CETP sur laquelle vous trouverez le texte de l'appel, sur laquelle vous devez déposer votre proposition. C'est vraiment par là que vous devez commencer. Évidemment, si vous avez des questions, c'est aussi, vous pouvez contacter nos agences. On mettra toutes les informations sur la dernière slide. Oui, Oui, Pascal. Ouais, juste, je veux vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les project officers des différentes agences pour les pays que vous visez, pour intégrer les consortiums, notamment si vous êtes coordinateur d'un consortium, parce que en fait, chaque agence a ses propres critères d'éligibilité qui peuvent être dans certains cas assez drastiques. Donc, sur les différents sujets, bon, on l'a vu, bon,
l'ANR est assez souple comme par rapport à ça, à part pour l'échelle des TRL, on va dire, mais l'ADEME a aussi ses critères d'éligibilité. On voit qu'elle a exclu, par exemple, sur le module d'appel le CCUS, une partie, hein, sur la partie voilà, captage directement dans l'air de CO2. Mais d'autres agences ont aussi des exigences de ce type-là, peut-être même encore plus poussées. Donc, il faut vraiment lire les annexes détaillées et en cas de doute, même généralement, poser des questions aux project officers de ces agences. Alors, pour la suite, en fait, on ne va pas passer les slides en détail. C'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez, j'allais dire, avoir un peu une notice. Si vous souhaitez, si vous cherchez des partenaires justement pour déposer un projet dans le cadre du CETP, il y a une plateforme de matchmaking qui existe, qui est mise en place par le CETP. Tout est expliqué en fait sur les slides. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour essayer de trouver des partenaires. Si tant est que vous ayez besoin de trouver des partenaires, c'est assez bien fait. Et donc voilà, je vous invite vraiment à lire ensuite les slides qui, encore une fois, seront disponibles sur le site Horizon Europe. Je vous enverrai un mail pour vous redonner l'adresse web. Je propose qu'on termine avec le quart d'heure ou les 20 minutes qui nous restent par notre lauréat 2022 ou un de nos lauréats qui coordonne un projet, donc Monsieur Hussein Mroued de l'Université de Lille. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Donc je vous laisse la parole pour que vous présentiez peut-être en quelques mots avant qu'on entre dans le vif du sujet de votre projet. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie Madame Rondeau pour cette initiative et pour m'avoir invité à venir présenter un peu, enfin vous faire mon retour d'expérience. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites et c'est très bien, c'est une très bonne initiative. De mémoire, moi, me semble-t-il, l'année dernière, nous avions bénéficié uniquement, enfin, nous avions eu une présentation générale par le CETP, donc une sorte de webinaire, un peu comme ce que vous venez de faire, mais vraiment à l'échelle européenne. Donc c'est vrai que c'était... Vous avez manqué notre webinaire alors. Oui, je ne peux dire que ça. Vous avez manqué notre webinaire. Donc ça nous a manqué parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont été dites et c'est vrai que ça aide, enfin ça nous avait beaucoup manqué l'année dernière. Et bon, on en reparlera. Donc je vais commencer par me présenter très brièvement. Enfin, on va suivre le fil conducteur que vous m'aviez proposé. Donc, oui. Moi, je suis professeur des universités, donc à l'Université de Lille, au laboratoire génie civil et géo-environnement. Donc, je suis de formation purement génie civil. Donc, mon activité de recherche porte essentiellement sur la modélisation des ouvrages géotechniques, donc les ouvrages qui sont en interaction avec le sol. Donc, vous voyez qu'on va arriver progressivement avec cette notion d'échange d'énergie thermique avec le sol. Donc, à la base, je travaillais plutôt sur de développement et d'outils et de méthodes de calcul pour le dimensionnement et la compréhension de ces ouvrages géotechniques sous sollicitation complexe. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à orienter mon activité de recherche sur les géostructures énergétiques, et en particulier à l'époque, donc c'était en 2011, sur ce qu'on appelle les pieux thermoactifs ou les pieux échangeurs de chaleur. Donc, ce sont des éléments de fondation qui, au contact avec le sol, donc qui ont un rôle à la base initialement purement mécanique, et le fait qu'ils soient en contact avec le sol, c'est une technologie qui existait déjà, et donc on avait voulu regarder le potentiel thermique de ces éléments, et donc petit à petit, on a commencé à intégrer donc dans mon activité de recherche cette notion d'énergie. Et donc, vous voyez que de l'aspect structural de la chose, on en est arrivé progressivement à l'aspect énergie et aujourd'hui à travailler sur cette intégration de l'énergie, du potentiel géothermique de ces ouvrages-là pour venir alimenter et améliorer donc le potentiel des géostructures, des structures qui sont construites en milieu urbain. Comme je vous le disais, donc j'ai commencé en 2010, donc c'était dans le cadre d'un premier projet ANR à l'époque, GECO. Et puis à l'issue de ce premier projet, donc on a commencé à faire un état des lieux à l'échelle européenne, et donc on avait participé d'ailleurs avec un des membres un des participants de ce webinaire qui est là, Charles Maragnan. On avait participé
à une action COST, donc qui était une action européenne, hein, qui a pour objectif justement de réunir les acteurs autour d'une thématique commune à l'échelle européenne. Et donc on avait participé à un premier COST Action qui s'appelait à l'époque Gabi. Et puis, donc, entre 2014 et 2018, et puis progressivement, la thématique, partant, comme je vous le disais, de l'aspect structural de la chose, on en est arrivé ensuite à traiter les aspects plutôt énergétiques, performance énergétique de ces systèmes-là, pour aujourd'hui travailler vraiment sur l'intégration de ces systèmes-là à des échelles beaucoup plus larges, le quartier, la ville, et regarder comment l'énergie géothermique que l'on peut récupérer de ces géostructures peut venir favoriser la ville. Et donc, on en est arrivé à venir déposer donc, ce projet LEC-DHC. Alors, en quelques mots, LEC-DHC, c'est un projet donc, qui a pour objectif de booster, si vous voulez, en quelque sorte, le développement de cette technologie, hein, de ces géostructures. Comme je le disais, ce n'est pas quelque chose qui est forcément nouveau, puisque les premières applications en Europe remontent aux années 1980, mais c'est un développement qui s'est fait de façon très disparate et puis sans sans aucun effort commun, ce qui fait que au niveau européen, on a aujourd'hui une implantation, enfin une connaissance et une implémentation de ces géostructures énergétiques assez disparates. Et puis, et il y avait un certain nombre de freins, de verrous scientifiques à la fois à lever, mais aussi de verrous socio-économiques que l'on devait lever en France, par exemple, là où les procédures sont quand même, au niveau du bâtiment, là où les procédures sont quand même beaucoup plus strictes, quand dans d'autres pays européens, on avait plutôt beaucoup plus de facilité à mettre en place des démonstrateurs et puis même des sites expérimentaux à échelle, à grandeur réelle pour implémenter ces géostructures énergétiques. Mais voilà, le constat qu'on avait fait de toutes ces expériences-là, hein, depuis 2010 jusque 2022 quasiment, c'est qu'effectivement la connaissance et l'implémentation étaient pas du tout à la hauteur de ce que l'on espérait, alors même que c'est une technologie qui au travers des résultats préliminaires obtenus par les divers sites expérimentaux et démonstrateurs, a montré que le potentiel était réel et que ces géostructures énergétiques pouvaient vraiment contribuer à améliorer donc les besoins en chauffage et en refroidissement des bâtiments et à plus large échelle implémenter cette énergie-là dans des réseaux de chaleur et puis à l'échelle de la ville, regarder comment ça pouvait lutter, notamment comment on pouvait lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur, etc. Donc, je propose qu'on avance un peu. Oui, alors voilà, sur des points un peu concrets qui pourraient être utiles et qui ne sont pas forcément écrits dans les textes sur, par exemple, comment est-ce que vous avez procédé pour la recherche de vos partenaires? Justement, parce que c'est justement, si vous pouviez juste revenir, si vous le voulez bien, transparent précédent. Voilà. Alors, la recherche de partenaires, quand je vous dis tout ça, c'est parce qu'effectivement, ça a une incidence sur la recherche de partenaires. Et c'est parce que justement, on a eu ces actions COST qu'on a mis en place, Gabi et puis plus récemment Foliage, qui a démarré donc l'année dernière, qu'on a effectivement réussi à obtenir à construire notre propre réseau. Et là, on peut passer maintenant effectivement à la slide suivante. Merci. Et donc, comment s'est passée la recherche de partenaires? J'ai envie de dire, effectivement, il y avait l'outil que vous avez présenté, hein, qui permet, que le CETP met à disposition, qui est certes très bien fait, mais où j'ai quand même testé et regardé et pour voir si on ne pouvait pas intégrer d'autres partenaires que ceux qu'on connaissait déjà. Et il s'est avéré qu'en fin de compte, nous, grâce à tout ce que je vous ai raconté, notre consortium de partenaires était déjà établi et on avait cette chance-là, qu'on était déjà tous réunis alors, sur des actions de recherche qui ne permettaient pas d'avoir des projets de recherche communs. Et c'est là où
c'est là où le CETP nous a permis de mettre ceci en place. Donc les partenaires, vous voyez que j'ai mis en bleu ici, que je ne vais pas citer, hein, je vous laisse les lire, mais que ce soit côté français, irlandais, Italie et Norvège, sont les partenaires justement de l'Action Cost, qui nous a permis donc de constituer ce noyau dur. Et ça, c'est relativement important parce qu'il y a, alors même si tout est bien expliqué, monter un projet comme celui-là donc requiert effectivement à la fois une certaine maturité, mais requiert aussi beaucoup d'échanges entre les partenaires européens. Et donc c'est ce noyau dur là que je vous ai mis ici qui a réellement initié le travail. On peut passer peut-être à la. Donc vous n'êtes pas parti de rien, quoi. Non, voilà, c'est ça. Bon, effectivement, nous on a eu cette chance-là. On est parti de rien et qu'on avait effectivement ce consortium qui était relativement facile. Après, chacun de notre côté, nous avons effectivement fait appel à différents partenaires. Là, c'est juste un diagramme pour vous montrer effectivement comment on a conçu notre projet CETP avec les différents work packages où effectivement, si j'ai mis cette figure-là, c'était juste pour montrer qu'il faut également bien veiller à un équilibre dans le partage des tâches et des missions et des responsabilités. Et donc, vous voyez qu'on a essayé à la fois de bien se répartir les responsabilités au travers des différents work packages, mais aussi de répondre quelque part à cette notion de partenariat, de partnership en fait, en mettant en place dans la mesure du possible sur chacun des financements obtenus pour des thèses ou pour des postdocs, à chaque fois des co-directions, ce qui vient quand même renforcer, au-delà de l'aspect recherche, qui vient aussi renforcer le partenariat entre les différents partenaires européens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel sur lequel j'avais beaucoup insisté avec les collègues. Et donc, c'est ce qui nous a permis en partie de répondre à ce qui était demandé. Merci. Donc là, on a vu les partenaires, comment vous avez procédé. Alors, ensuite, sur le montage du projet, est-ce que vous avez des difficultés? J'imagine que oui, ce n'est pas forcément évident de mettre tout ce petit monde en harmonie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis surtout, comment vous avez réussi à les surmonter? Oui, alors, donc tout est parti donc, de cette première de cette premier webinaire que j'avais mis ici le 13 septembre dernier, quasiment un an jour pour jour. J'avais raté le vôtre, je suis désolé. Et donc, on est parti de ce webinaire-là où effectivement, sorti de là, on avait beaucoup d'informations. Et la première difficulté, mais vous voyez, on l'a retrouvée également aujourd'hui, c'est déjà de savoir sur quel TRI il fallait se positionner. Et donc, c'est là où il fallait porter une attention très, très particulière sur les documents qui étaient fournis, qui étaient sur le site, qui à l'époque étaient également, qui arrivaient au fil de l'eau. Quasiment tout n'était pas disponible au début. Ça nous arrivait au fil de l'eau. Et donc, ça nous a nécessité de bien comprendre ces aspects, donc les financeurs, enfin tout ce qui a été dit aujourd'hui, que je trouve vraiment très, très intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Et donc, et puis, il fallait également comprendre les enjeux scientifiques de chacun de ces appels-là et savoir où se positionner. La question qui a été posée tout à l'heure, on se l'était posé. Est-ce qu'on se met sur le TRI 7? Est-ce qu'on se met sur le TRI 4? Et si on se met sur ce TRI, quels sont les partenaires qui pourront être plutôt mis en avant, etc. Donc, c'est vrai que c'était ce premier travail là de benchmarking, ça nous a pris environ 2-3 semaines, et donc ça nous a nécessité de faire des réunions quasi hebdomadaires, voire même parfois 2 réunions dans la semaine, et des réunions de 2 à 3 heures, et puis à chaque fois, pour que justement un partenaire n'ait pas à relire les documents de tous, on s'octroyait ce que j'ai appelé des devoirs maison, c'est-à-dire chacun avait pour mission de regarder les aspects financiers, quand d'autres les aspects scientifiques. Donc voilà, il y avait vraiment besoin de faire ce travail de lecture et d'appropriation de tous les éléments qui ont été dits aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il faut quand même relire les documents parce que c'est important. Les difficultés ensuite, c'était de convaincre certains partenaires parce que certains partenaires étaient persuadés pensaient que le positionnement ne convenait pas à leurs compétences, ou en tout cas que l'effort
qu'ils devaient comment dire, mettre en place, déployer pour répondre à cet appel d'offres, bah, ils n'étaient pas convaincus du résultat. Bon, force est de constater qu'ils se sont trompés, puisque, comme l'a dit M. Bain, le taux de réussite était quand même relativement élevé pour ce premier appel. Et puis là où on a eu beaucoup de mal, particulièrement côté français, hein, c'est de convaincre le secteur industriel. Ça a été très timide, et aujourd'hui, maintenant que tout se met en place, effectivement, j'ai tout un tas de sollicitations. Hier, j'ai rencontré la métropole européenne de Lille. Fin septembre, je rencontre Bouygues. Donc, j'ai maintenant des partenaires, bon, forcément, qui ne sont pas dans le projet, mais qui vont être intéressés par ce que l'on fait. Et donc, on se pose la question de savoir si on ne va pas quand même mettre en place une sorte de steering committee où ces gens-là seront quand même là pour apporter leur expérience et puis partager un peu avec eux les résultats de ce projet-là. Donc ça, c'était vraiment un très grand challenge, hein, de pouvoir réunir ces partenaires-là. Et sur d'autres partenaires européens, c'était plus facile ou c'était un peu plus difficile? Alors, vous êtes le seul coordinateur français lauréat pour 2022, donc on sait que c'est un rôle quand même important. Qu'est-ce que pour vous, personnellement, ça vous a apporté pour votre université ou laboratoire? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle, puis le démystifier aussi peut-être? Souvent, on lui impute des caractéristiques ou des choses qu'il n'a pas ou que voilà. Oui. Alors, le coordinateur du projet, bon, je pense que toutes les personnes qui vont se lancer dans l'aventure ont peut-être déjà une première expérience de coordination d'un projet ANR ou d'autres projets, même régionaux, mais un coordinateur, bon, voilà, enfin, c'est peut-être trivial ce que j'écris là, mais c'est réellement ça, hein, c'est être en capacité d'animer les réunions, de rédiger les comptes rendus. Alors, je ne sais pas si ça démystifie la chose ou pas, mais il a quand même un rôle moteur très important au début, parce que quand il n'y a pas ce rôle moteur au début, on a du mal à agglomérer les partenaires. Et c'est vrai que voilà, il y a une certaine dynamique à mettre en place qui est importante. Et une fois que cette dynamique-là est mise en place, et une fois que le projet passe la phase 1, c'est vrai que les choses sont quand même plus faciles. Donc voilà, le coordinateur, c'est celui qui va faire en sorte de monter le projet, vraiment, de manager le projet, à la fois la rédaction du projet, hein, à la fois sur l'aspect scientifique, mais également sur l'aspect administratif, en veillant bien au respect du cahier des charges. Tout ce que vous avez dit précédemment, hein, vérifier que chaque pays est bien, que la participation de chaque partenaire de chaque pays est conforme à ce qui a été écrit. Donc il y a ce travail-là, mais encore une fois, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a mis en place ce que j'appelle le core group, hein, ce noyau dur de 4-5 personnes, et c'est beaucoup plus facile quand on a ce noyau dur qui est mis en place, parce que derrière, du coup, le travail est satellité, et donc les satellites, les autres partenaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués, bien évidemment, ils étaient là, mais disons que leur tâche et leur intervention étaient facilitées quand même dès lors que nous, en amont, on préparait le terrain. Donc, je pense qu'un coordinateur seul, ce n'est pas forcément évident. Un coordinateur capable de mettre en place vraiment un noyau dur, c'est quelque chose qui est très important. L'intérêt pour la structure, elle est très importante, parce que nous, l'Université de Lille, elle est engagée maintenant pour la période 2023-2027 sur tout un tas de projets dits en lien avec la transition énergétique. Donc, ça va de plusieurs actions qui sont menées au niveau de l'Université de Lille, hein. On a tout un tas d'actions qui se mettent en place, ce qu'on appelle une chaire ODD, donc Objectif Développement Durable de l'ONU, qui a démarré pour une durée de 2 ans, un LEAD, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un laboratoire Inspirons Demain, qui se met en place là, à cet automne, toujours dans la thématique de l'énergie. Donc il y a une dynamique très importante au sein de l'université. Et c'est vrai que l'université, quand elle a su qu'on répondait à cet appel d'offres et qu'on l'a obtenu, c'est un édifice qui vient se rajouter à toute cette dynamique. Et donc aujourd'hui, on est impliqué on est partenaire de toute cette activité qui se met en place au sein de l'université. Et puis notamment en particulier la cité scientifique, le campus cité scientifique de l'Université de Lille va servir de démonstrateur de ces énergies-là. Alors pas uniquement la technologie sur laquelle nous on travaille, mais vraiment à l'échelle beaucoup plus large de toute cette transition énergétique.
Donc l'objectif du président de l'université, c'est effectivement que la cité scientifique soit démonstrateur. Donc l'intérêt, il est réel. Et l'intérêt, voilà. Et donc, oui, je vous en prie. Merci. 2 conseils peut-être à nos participants du jour pour participer à ce CETP, ce call module 2023. Bon, c'est tout ce que vous avez dit précédemment, c'est qu'il faut, il faut y aller, hein, puisque comment dire, le positionnement est quand même relativement intéressant. Je reviens là-dessus, hein, j'insiste bien concevoir son partenariat, c'est pas forcément évident. Ça a été dit, je pense tout à l'heure également par M. Bain, hein, veiller à un bon équilibre entre les partenaires, qu'il n'y ait pas de partenaires, par exemple, surinvestis, mais de toutes les façons, vous avez il y a des règles, voilà, qui sont bien spécifiques. Bien veiller à ce que ces règles soient respectées, parce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, au fur et à mesure, notamment quand on passe de la phase 1 à la phase 2, certaines règles sont oubliées. Donc voilà, veiller à un bon équilibre des moyens et des investissements. Et puis veiller aussi à ce que alors, je ne sais pas comment ça avait été dit entre partenaires, on va dire. Parce que ce qui n'a pas été dit aujourd'hui, c'est qu'on peut, quand on passe de la phase 1 à la phase 2, certains partenaires peuvent être retirés d'un projet. Alors, on autorise des modifications, mais quand même mineures. Hein. Enfin, oui, certains partenaires peuvent ne pas être éligibles. Alors oui, alors effectivement, alors il y a des partenaires qui sont déclarés inéligibles par certaines agences parce que justement ils ne vérifient pas les conditions qui avaient été déclarées au début, alors voilà, plus ou moins clairement dans les documents scientifiques. C'est pour ça que je dis toujours il faut se tourner vers les project officers des agences pour bien vérifier ces conditions d'éligibilité. Voilà, par contre, donc c'est vrai qu'il y a des partenaires et par contre, comme il y avait beaucoup d'agences qui avaient une demande financière qui n'était pas énorme par rapport au budget qu'elles souhaitaient consacrer à l'appel, on a autorisé aussi l'ajout de partenaires demandant des financements à ces agences-là, en fait. Donc ça aussi, c'était un peu quelque chose qui n'avait pas été vraiment anticipé parce qu'on comptait avoir beaucoup plus de projets. Mais afin d'optimiser l'utilisation des budgets dont on disposait, on a autorisé dans une certaine limite parce que c'était quand même cadré. Hein. On ne pouvait pas rajouter autant de partenaires qu'on voulait pour dénaturer les projets, mais ça a été autorisé sur ce premier appel. Alors nous on l'a pas demandé puisqu'on s'est tenu à au consortium qu'on avait monté, mais effectivement le fait qu'un partenaire devienne inéligible entre les phases 1 et les phases 2 peut avoir une incidence sur la sélection finale du projet. Quand c'est un partenaire qui qui a un rôle mineur dans le projet, ça ne nuit pas à la sélection du projet. Mais quand c'est un partenaire qui a un rôle majeur, effectivement, ça peut effectivement porter préjudice donc, au projet. Donc, d'où l'intérêt vraiment de veiller à ce qu'il n'y ait pas vraiment une surreprésentation d'un partenaire ou d'un pays, parce que forcément, ça peut avoir ensuite des incidences sur cette phase de sélection définitive des projets. Et donc ça, c'était quelque chose aussi sur lequel nous, on avait beaucoup veillé. Et puis, comme vient de le dire M. Bain, voilà, ne pas hésiter à prendre contact avec vraiment avec les financeurs, parce que s'il y a qu'eux qui peuvent aider et vérifier que tout se passe bien à l'échelle locale, parce que le porteur du projet, lui, peut pas le voir, hein, donc forcément le voir. Merci beaucoup, M. Moued. Est-ce que vous avez des questions pour profiter de la présence en fait de M. Moued? Est-ce que vous avez des questions pour lui justement, des questions pratico-pratiques? Je vous mets la dernière slide à l'écran justement pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si vous avez des questions à adresser aux agences, vous avez tous les contacts ici de l'ANR, de l'ADEME, de la région Pays de la Loire. Et l'événement européen qui a été évoqué par M. Moued l'année dernière aura lieu donc très prochainement, là cette année le 13 septembre. Donc là aussi, si vous voulez, n'hésitez pas à assister à cet événement pour voir aussi d'ailleurs quels autres partenaires européens se positionnent sur cet appel. Merci Charlotte de remettre le lien. Il est également en fait sur la slide qui, encore une fois, sera à votre disposition d'ici peu. Si vous n'avez pas d'autres questions, et comme il est déjà 15h40, je propose qu'on s'arrête là. Et encore une fois, on est à votre disposition. Donc, vous voyez toutes les adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter
quelconque question que ce soit sur ce CETP, on est à votre disposition. Je remercie tous nos interlocuteurs du jour vraiment de votre participation. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à déposer des projets sur cet appel 2023. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.